Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir ce matin pour une table ronde sur l'information et la désinformation en temps de guerre. Je m'appelle Gaspard Schnitzler et je suis chercheur à l'IRIS. Je vais tout de suite présenter nos quatre intervenants du jour, des intervenants de haut vol avec une expérience de terrain. On a beaucoup de chance de les avoir, donc merci à eux d'être là aujourd'hui. De gauche à droite, Patrick Chauvel, vous êtes reporter, photographe de guerre, écrivain, réalisateur de documentaires. Vous avez couvert plus d'une trentaine de conflits dans le monde, dont le conflit nord-irlandais, la guerre civile au Mozambique, la guerre civile au Cambodge, la révolution des œillets, la guerre civile au Liban, la révolution iranienne et plus récemment l'actuel conflit en Ukraine. Et vous enseignez également, vous dispensez des formations sur votre métier de photojournaliste. Isabelle Vera-Masson, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous avez dirigé le laboratoire de communication politique avant de rejoindre le centre de recherche sur les liens sociaux. Vous êtes docteur d'État en sciences politiques, historienne et sociologue des médias, et vous avez notamment travaillé sur la représentation de l'histoire à la télévision, son rôle social et politique. Florence Hartmann, vous êtes auteur et journaliste. Vous avez travaillé pendant plus de 10 ans pour le journal Le Monde, où vous avez notamment couvert les conflits en ex-Yougoslavie. En 2000, vous avez rejoint le cabinet du procureur pour les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda comme porte-parole et conseillère. Vous êtes spécialiste de l'Europe de l'Est et vous avez rédigé plusieurs ouvrages, dont Le sang de la réelle politique, l'affaire Srebrenica. Et enfin, Gérard Risbeck, vous êtes journaliste, chercheur associé à l'IRIS. Vous enseignez également à IRIS Sup, qui est l'école de l'IRIS, où vous enseignez les fake news et la manipulation de l'information. Vous êtes... Oui, tout à fait. Comment lutter contre les fake news, pardon, j'aurais dû préciser. C'est une fake news. Et pendant une grande partie de votre carrière, vous avez travaillé pour France 2. Et à ce titre, vous avez réalisé de nombreux reportages également dans des zones de conflit. Pour en citer quelques-uns, vous avez couvert les printemps arabes, l'opération Serval, l'opération Sangaris ou la libération des otages français d'Areva au Niger. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser la parole. On fera 2 tours de table. Donc je vous prie de faire des interventions assez concises, 5 minutes par personne, pour laisser un maximum de place aux questions du public. Et enfin, une dernière information qu'on m'a demandé de vous communiquer. Il y a la possibilité d'acheter des livres en bas à la librairie et il y aura une séance de dédicace avec les auteurs à 12h45 pour ceux que ça intéresse. Donc bonne table ronde à tous. Alors, ma première question est pour vous, Isabelle Vera-Masson. Je voulais vous demander la question suivante. Le traitement médiatique de la guerre en Ukraine, est-ce qu'il s'inscrit dans une certaine continuité historique ou est-ce qu'au contraire, il marque une rupture par rapport au conflit précédent? Et quelle est la place de l'image dans le conflit actuel en Ukraine? Merci. Merci tout d'abord pour votre invitation ici. Je suis ravie de parler de ce sujet, puisqu'effectivement, dans le cadre de cette question sur la représentation du passé dans les médias, j'avais été frappée par la place de la guerre, des images de guerre. Et ça m'avait donné l'idée et l'envie de se demander si les guerres du passé, les guerres du présent, comment elles étaient traitées, quelles étaient la spécificité des uns et des autres, étant donné non seulement qu'évidemment les guerres sont différentes, les acteurs de ces guerres, les partenaires sont différents, et puis aussi la modification du paysage médiatique, l'apparition de nouveaux médias ou la disparition, quasi-disparition de certains autres, évidemment interrogeait cette représentation de la guerre. Avec toujours l'idée sous-jacente dont on parlera probablement ici, c'est que les images ont une influence, auraient une influence, qu'elles façonneraient notre manière de voir le monde, notre imaginaire et peut-être, qui sait, notre opinion et donc, d'une certaine manière, influencerait les dirigeants, ceux qui acceptent ou pas, interviennent ou pas dans les guerres. Donc, c'est cette question très importante. J'avais commencé à y travailler il y a longtemps. Et j'avais élaboré des modèles. Alors les modèles, vous savez, servent à voir la réalité, mais évidemment souffrent plein d'exceptions. Mais en tous les cas, j'avais vu qu'une certaine manière de parler de la guerre, j'avais appelé ça le modèle fictionnel, c'est-à-dire qu'on traitait, vous allez voir, quand je vais vous
parler de mes travaux un peu théoriques, vous allez faire l'effort ou le plaisir de déterminer dans cette guerre d'Irak dont vous regardez les images tous les jours, ce qu'elles ont de commun avec ce que je vais vous expliquer. C'est un peu le jeu. Donc le modèle fictionnel, c'était quoi? C'est de raconter la guerre comme un récit de fiction avec, avec des acteurs, des héros, du suspense, de l'inattendu, de l'héroïsme, de l'émotion. Ce modèle fictionnel avait été très utilisé pour parler de la Seconde Guerre mondiale, surtout avec un peu de recul, et donc il était évidemment très, très présent à la télévision. Le deuxième modèle qui m'avait frappé, qui évidemment, et vous allez le voir, recouvre un peu tous les autres, c'est le modèle que j'appelais politique. C'est-à-dire finalement, la guerre n'était pas une fiction tout le temps et n'était pas toujours montrée sous les dehors les plus dramatiques et les plus intéressants, mais au contraire pouvait être contrôlée par le politique. Et le modèle politique, c'est le modèle de celui qui censure, qui interdit, qui bloque, qui fabrique des poules pour empêcher d'autres journalistes d'arriver sur place, etc. C'est un modèle évidemment très important dans l'histoire. Et puis la vie se déroulant, on a eu d'autres modèles qui sont intervenus alors en direct, en particulier le modèle que j'appelle sportif, puisque on a vu avec la guerre du Golfe, tout d'un coup, la possibilité qu'avaient les médias, et ça c'était un peu comment dirais-je, rendu possible par la médiatisation, c'est-à-dire la possibilité de voir une guerre en direct. C'est-à-dire que les journalistes se sont installés et ont attendu le moment où la guerre allait se dérouler. Ils ont filmé une guerre en direct. Et là, c'est évidemment le modèle CNN. Le modèle, c'est-à-dire qu'on assiste à une guerre, on attend l'issue, on se demande ce qui va se passer, un peu comme on va compter des points devant le modèle. Donc, c'est ce modèle sportif et le modèle des chaînes d'information continue, rendu possible, encore une fois, par CNN et ses avatars, avait été très important à ce moment-là. Ensuite, il y a eu, et nous allons voir que nous allons nous retrouver de plus en plus le modèle ukrainien, ce que j'ai appelé le modèle militaire. Et là, c'est un peu quelque chose qu'on avait beaucoup connu à l'époque du Vietnam et qui avait été, là aussi, réfléchi, théorisé par d'autres chercheurs. Mais c'est cette idée que finalement, les journalistes embedded, comme on dit, c'est-à-dire biolés avec les militaires, s'étaient intégrés à l'appareil militaire et que les images qui nous parvenaient étaient finalement totalement dépendantes, étaient fonction de ce que les militaires acceptaient que l'on filme ou d'embarquer, ou les journalistes, etc. Donc le modèle militaire, c'était à la fois les journalistes embedded, mais c'était aussi, et là, encore une fois, on voit le rapport avec l'Ukraine, c'était aussi pour les médias, d'inviter massivement des militaires qui allaient commenter, expertiser, analyser avec nous. Et ça c'était vrai pour la guerre d'Irak, sur les plateaux, cette invasion, si j'ose dire, entre guillemets, de militaires qui allaient nous expliquer ce qui se passait. On voit bien que lorsqu'il s'est agi de la guerre d'Ukraine, je me suis dit comment est-ce que je pourrais caractériser cette guerre d'Ukraine selon mes petits modèles. On voit bien que les 4 modèles sont présents dans la guerre d'Ukraine, mais ce qui m'a frappé beaucoup, et c'est d'ailleurs j'étais très intéressée de voir que ça a été corroboré par une étude américaine d'un institut qui s'appelle FIR, qui a mesuré exactement la même chose que moi. Ce qui m'a frappé avec la guerre d'Ukraine, c'est les visages. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a vu une guerre qui était pas façonnée par des militaires, par des destructions. Bien sûr, elles étaient là, bien sûr, les militaires étaient là, bien sûr, les politiques faisaient leur travail, mais tout d'un coup, progressivement, massivement, on a entendu parler des visages de femmes, des visages de grand-mères, des visages de personnes. Ces personnes qui sont finalement très absentes à la télévision des images de guerre. Là, elles étaient là massivement. Elles étaient là sur le terrain de guerre grâce à, là aussi, à la présence massive des journalistes. Hein. On a vu des milliers de journalistes arriver en Ukraine. Et aussi l'intérêt, la possibilité qu'on avait de les interviewer. Et en France également, enfin sur les plateaux, d'autres visages qui nous faisaient apparaître que la guerre avait, encore une fois, les visages. Donc ça a été mesuré par FAIR qui montrait que 80% des images étaient des images de civils. Donc c'était quelque chose qui
m'a semblé tout à fait important. Et après, la question qu'on va pas manquer de se poser, je vais vous donner la parole, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des journalistes? Est-ce que c'est parce que les Ukrainiens ont accepté de parler? Est-ce que c'est parce que cette guerre était différente des autres, qu'elle se déroulait aussi sur l'arrière ou après l'arrivée, enfin après les destructions massives? Est-ce que c'est parce qu'elle ne se déroulait pas sur l'ensemble du territoire, mais sur des zones particulières? En tout cas, il y a des éléments géopolitiques qui expliquent probablement ça. Peut-être aussi parce que les Ukrainiens, et ça s'est révélé évidemment évident pour les journalistes, nous ressemblent de manière incroyable et qu'on avait besoin, quand on est un journaliste, de montrer à quel point ce pays envahi, ces gens qui souffraient, c'était nos frères, c'était nos sœurs. Ils chantaient les mêmes chansons que nous. Je cite dans mon article cet enfant qui chante délivré, libéré, délivré, comme comme la Reine des Neiges que chantent nos enfants. C'était nous, et que probablement cette émotion de découvrir que c'est nous qui sommes des gens comme nous, très proches de nous, qui sont enfin, envahis, eh bien, ça a provoqué une émotion et peut-être une adhésion, voulue ou pas. Je n'irai pas chercher un grand complot, en tous les cas, provoquant une adhésion qui justifie que 80%, on se souvient du premier sondage, en mars, des Français se sentaient solidaires du combat ukrainien, du côté des Ukrainiens. Merci beaucoup. Et j'invite notre auditoire à lire cet article qu'on peut trouver donc sur le site du Monde et qui résume très bien vos propos. Et merci, ça permet de cadrer le sujet et de l'inscrire dans un certain historique. Donc c'est très bien comme première intervention. Je vais me tourner maintenant vers Patrick Chauvel qui nous revient d'Ukraine et qui repart en Ukraine dans pas très longtemps pour vous demander comment est-ce qu'en tant que journaliste, on fait pour informer de façon plus ou moins objective quand sa liberté de mouvement est entravée sur le terrain, que ce soit par la difficulté d'accès à certaines zones, par la dépendance vis-à-vis d'intermédiaires, ou le fait justement d'être embedded, d'être intégré au sein d'une force, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, ou comment on fait pour pas se laisser peut-être emporter par ses émotions et voilà, rester objectif au maximum. Objectif, je ne le suis jamais, hein, mais ça c'est une légende, hein, le journaliste objectif. Mes photos le sont. Les photos, ce sont des faits. Alors évidemment, je choisis mon angle par rapport à mon éducation et ma sensibilité, qui est la mienne, qui n'est pas forcément la même qu'un Ukrainien ou qu'un Russe. Mais je ne suis pas le seul sur le terrain. Donc l'avantage que le public a, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de journalistes sur les différentes guerres et il y en a des deux côtés. Donc après, c'est à vous de faire le tri, d'essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Nous, on n'a pas la science infuse, hein. Comment on fait pour passer outre les interdictions ou, comme vous dites, l'embedment? Mais on est toujours embedded. C'est un mot qui a été inventé récemment, ça, parce que pendant la guerre du Vietnam, moi j'étais avec l'armée américaine, il fallait être en uniforme américain pour pas que les Américains vous descendent. Mais quand je suis avec les rebelles salvadoriens dans la montagne, mon jean est aussi déchiré que le leur et je suis embedded aussi, hein. On est toujours avec ceux avec qui on vit les opérations militaires. En Ukraine, c'est compliqué parce que les Ukrainiens sont extrêmement disciplinés. Ils ont une paranoïa soviétique envers la presse étrangère. Ils se méfient de nous. C'est un peu aussi à cause de certains journalistes qui font beaucoup de tweets et qui envoient des photos à leur famille. Et ça révèle les positions sur lesquelles on est. Donc, il y a eu pas mal d'erreurs de jeunes journalistes qui se servent trop de leur téléphone. À force, comment on se débrouille? À force, moi, j'y suis allé 4 fois. Je repars dimanche, demain. J'ai fini par être copain avec des militaires. Et donc, malgré les interdits, ils vont m'amener sur le terrain parce qu'ils ont envie qu'on parle de leur combat, de leur unité, de leurs camarades. C'est-à-dire que ça se réduit après au niveau personnel, avec des amitiés, ça prend du temps. Alors effectivement, il y avait des milliers de journalistes à Kiev, mais sur le front, il n'y en avait pas des milliers. Et on retrouve toujours les mêmes, ceux qui ont l'habitude de faire ce métier. L'Ukraine, c'est difficile, encore une fois, parce que c'est très contrôlé. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'images et d'interviews de civils. Et en plus, les Russes bombardent les cibles civiles. Donc la guerre n'était pas que au front, elle était partout. Et un des problèmes en Ukraine, c'est que vous pouvez vous faire tuer à 300 km du front ou à 500 km du front, puisque les missiles tombent aussi bien sur Kiev que sur toutes les villes autour ou sur les routes. Il y a peu de temps, moi j'étais sur une route et un missile a capé la route devant. On était loin du front. Et en fait, les hélicoptères de combat russes arrivent au ras du sol et visent les ambulances, les voitures de journalistes. Du coup, on a enlevé le mot presse sur les véhicules. Donc, beaucoup de journalistes se sont reportés sur des civils.
Et puis il y a eu le fameux massacre de Boutcha, qui est un crime de guerre avéré. Donc les journalistes qui avaient essayé de passer de Kiev à Boutcha pendant la guerre, il y en a 8 qui ont été tués en essayant de faire ça. Et quand les Russes sont partis, on a découvert le massacre de Boutcha. Il y en a d'autres et on en trouvera d'autres. La semaine prochaine sort un papier et une photo on a trouvé la photo d'une femme violée et tuée à Boutcha. Et on a hésité à sortir cette photo parce qu'elle est assez terrible. C'est une femme violée qui est enveloppée dans un manteau de fourrure. Mais à un moment donné, la rédaction de Match a décidé de la publier en disant, bon, c'est difficile de montrer une photo comme ça, mais on va arrêter d'être dans le déni du viol comme crime de guerre. Les soldats russes, en violant une jeune fille qui a réussi à s'échapper, lui disaient, on te viole pour que tu puisses plus avoir d'enfants. Donc voilà, donc c'est avéré que c'est vraiment une manière de faire la guerre aussi. Donc effectivement, on voit beaucoup de civils. Les combats sont difficiles à faire. Il n'y a pas beaucoup de vrais combats. C'est surtout des bombardements à distance avec des gens enterrés dans des tranchées comme en 14. Moi, j'ai fait pas mal de guerres. J'en ai fait une quarantaine à peu près. C'est la première fois en fait que j'assiste à une guerre de ce type, c'est-à-dire de type Deuxième Guerre mondiale. Je me suis aperçu en suivant ce conflit que je n'avais couvert que des guerres civiles en fait. La guerre du Vietnam était une guerre civile entre Nord et Sud avec l'appui américain et russe. On retrouve toujours les mêmes, hein, les Russes et les Américains. Les guerres civiles au Salvador, au Nicaragua, c'était Cuba et les Américains. À chaque fois, c'est la même chose. En Afghanistan, c'est les Américains d'un côté, les Russes de l'autre. À chaque fois, ou alors Daesh ou Al-Qaïda, enfin, à chaque fois, c'est des guerres civiles. Je n'ai jamais couvert, et en fait, il n'y a pas eu de guerre comme celle en Ukraine, sauf peut-être l'invasion de la Tchétchénie par les Russes en 95. Bah, l'Afghanistan, c'est une guerre civile. La moitié des Afghans, il y avait une armée afghane contre les talibans. C'est une guerre civile. Là, c'est tout un pays contre un autre pays. Il n'y a pas de guerre civile. Donc c'est très différent, et par les moyens, et par l'ampleur. Mais je pense que le public s'est intéressé aux Ukrainiens, bien sûr, parce qu'ils nous ressemblent, et c'est bien dommage pour les Syriens qui continuent à souffrir, parce qu'ils nous ressemblent aussi, hein, les Syriens. Et les Irakiens, c'est le berceau de l'humanité, quand même. Il y a l'importance de l'image. Effectivement, ils nous ressemblent, mais c'est aussi le danger que ça risque de déborder sur l'Europe, qu'on est au risque d'une guerre nucléaire massive. Donc c'est surtout ça qui a interpellé les gens. Mais ce sont des gens qui nous ressemblent pas plus que... Enfin, je pense que les Syriens, quand je parle avec eux, eux aussi, ils chantent, eux aussi, ils nous demandent de l'aide. Alors physiquement, oui, bon, ils sont différents, mais moi, quand je suis près d'eux, pour moi, ce sont mes frères humains, et c'est exactement la même chose. Une fois, sur l'importance de l'image, il y a un enfant qui était mortellement blessé, et il a demandé au médecin, à un copain caméraman, de venir, et je me suis approché avec le caméraman, et il a dit, je voudrais vous dire quelque chose. Il savait qu'il allait mourir, et il a pointé du doigt, il nous a pointé du doigt tous les deux. Il nous a dit, je vous préviens, je vais vous dénoncer à Dieu. Je vais vous dire ce que vous nous avez fait, à nous les enfants. Donc même pour lui, l'image, dans l'autre sens, était accusatrice et importante. Donc moi, je pense que la photographie raconte les guerres, et ça reste, ce sont des faits, et les faits sont têtus. Je crois que c'est Staline qui disait, il faut tuer les photographes. Et à Sarajevo, les photographes étaient des cibles. Et le problème qu'on a en Ukraine, c'est que comme il y a ce passé communiste, pour les communistes, un photographe et un journaliste, c'est un élément de propagande, ce n'est pas une information. C'est quelqu'un qui participe à l'offensive générale. Les Américains, avec leur innocence au Vietnam, ont laissé la presse travailler. Et comme ils sont légalistes, ils nous ont vraiment laissé travailler. C'est même eux-mêmes qui ont amené la presse au massacre de My Lai et qui ont montré les morts et dénoncé eux-mêmes le massacre. Alors après, évidemment, ils se sont ressaisis. Pendant la guerre du Golfe, ils ont essayé de faire un pool très serré, mais il y a toute une série de photographes et de caméramans qui ont créé un mouvement qui s'appelait les FTP, c'est-à-dire les Fuck the Pool, et on s'est déguisés en militaires, réussissait à travailler hors troupes américaines. Donc, personne ne peut empêcher la presse de travailler. Elle peut essayer de la contrôler, mais encore une fois, il y a des journalistes des deux côtés.
Merci beaucoup. Et justement, vous m'avez permis de faire une transition toute trouvée en parlant de Sarajevo. Florence Hartmann, je voulais vous demander une question un petit peu dans la continuité de la question que je posais à Patrick Chauvel. Vous qui avez été pendant longtemps donc, dans les Balkans pour couvrir les conflits en ex-Yougoslavie, vous êtes passé, vous me racontiez, d'un camp à l'autre pour traiter l'information. Comment vous faisiez pour vérifier les informations et justement ne pas vous laisser piéger ou manipuler par la propagande d'un camp ou de l'autre? Alors c'est un peu particulier parce que j'avais une position particulière. Je connaissais le pays et j'ai appris la langue pendant la période préparative des esprits d'une guerre, donc celle en ex-Yougoslavie qui a commencé au début des années 90. On était un groupe d'une quinzaine de journalistes étrangers qui avions cette connaissance. Donc on arrivait dans un processus en cours pour lequel c'était plus difficile d'être manipulé. C'était une autre époque. La technologie dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, il y avait des difficultés parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable, par exemple, donc il fallait pour envoyer un papier ou savoir ce qui se passe ailleurs, il fallait trouver un téléphone, voire emporter une petite radio parce qu'on ne savait pas nécessairement qu'on était à 10 kilomètres d'un événement qu'on souhaitait éventuellement couvrir. Euh, Par contre, il y avait une certaine liberté. C'est sans doute la dernière. Patrick Chauvel peut élaborer là-dessus, mais c'est plus ou moins l'une des dernières où il y a eu une certaine liberté, entre guillemets, de travail, de circulation, qui, moi, a été décuplée puisque je parlais la langue. Je n'avais pas besoin de traducteur, donc je n'avais pas besoin c'est toujours quelqu'un de la police ou militaire, le traducteur qui accompagne les journalistes. Donc j'étais indépendante et Le Monde n'avait pas de photos à l'époque, désolé pour les photographes, mais c'était un avantage. Donc je n'avais qu'un stylo et on ne connaissait pas mon visage. Donc j'avais quand même une liberté de circulation et on pensait que j'étais une enfant de la diaspora parce que je parlais relativement bien la langue. Donc on oubliait cette paranoïa quand même un peu communiste du journaliste étranger qui est soit un agent de la CIA, soit autre chose. Donc j'arrivais à circuler sur tous les fronts. Aujourd'hui, après la guerre en ex-Yougoslavie, il y a eu la Tchétchénie, ensuite il y a eu l'Irak, la Syrie, etc., et pas seulement. Les journalistes ont commencé à se faire enlever contre des rançons en Tchétchénie, dès la première guerre de Tchétchénie. Ensuite, c'est des enlèvements, des décapitations, etc. Donc la liberté de circulation et la capacité des médias à envoyer des journalistes sur le terrain n'est plus du tout la même. Et on pouvait être tué comme journaliste parce que n'importe quelle personne, n'importe quel civil, n'importe quelle personne sur ces terrains-là était en zone de guerre, on est vulnérable. Mais il n'y avait pas, à l'époque encore, de volonté, même s'il y a eu quelques exceptions, mais globalement, il n'y avait pas. Cette situation est entièrement modifiée. Donc moi, ce qui m'a un peu surprise au tout début de la guerre, dans les images de la guerre en Ukraine, c'était, par exemple, au tout début, les premiers jours, quand c'était un peu, on attendait de voir si une attaque allait aboutir ou si Kiev allait être envahi, hein, pour simplifier, c'était les plans fixes derrière des journalistes qui étaient dans des chambres d'hôtel. Moi, ça m'a absolument choquée parce que pendant l'heure du couvre-feu, le soir, c'était totalement normal. Mais pendant la journée, les cadres, même quand quelqu'un descendait sur un trottoir, étaient extrêmement serrés. Donc, on ne voyait pas la vie. Et avec l'expérience que j'avais, je me suis dit, mais bon, les gens doivent courir, aller acheter des pâtes, de l'huile, de la farine, enfin, toutes les denrées qui sont un peu durables, si jamais, pensant à des villes assiégées comme on en a vu ailleurs. Et il n'y avait pas du tout cet élément-là. On entendait par certains récits ou les coups de téléphone qui nous permettaient d'avoir un accès et de voir
pas de voir la guerre au niveau des habitants, mais d'en avoir un certain récit sans image vraiment. Les gens disaient, bon, il y a ceux qui allaient dans le métro comme un abri anti-bombardement, mais d'autres disaient on va travailler. Donc il y avait cette espèce de de contraste entre la réalité d'une guerre qui était toute évidente, il y avait bien la guerre, et en même temps une population qui n'avait pas les réflexes habituels de la guerre. Et je ne sais pas si elle ne les avait pas. En tout cas, on ne me donnait pas à voir les réflexes habituels de la guerre. Je les retrouvais dans les sous-sols du métro avec la peur, mais aussi la volonté de résister, le fait qu'il y ait des classes, qu'il y ait de la musique, il y avait une volonté, etc. Mais il y avait des images qui étaient bizarres. D'autre part, n'oublions pas qu'en Ukraine, et ce n'est pas le premier endroit, c'est impossible de faire ce que j'ai fait, moi, en ex-Yougoslavie, de passer d'un front à l'autre. Parce que pour aller en Ukraine, on passe par un chemin, et pour aller dans les territoires occupés, on est obligé de passer, on vous préciserait, mais a priori par Moscou, ou en tout cas par la Russie. Ce qui est la même chose dans tous les conflits gelés où la Russie est impliquée, que ce soit en Géorgie pour passer en Abkhazie ou en Ossétie du Sud ou ailleurs. Donc ça empêche le journaliste de transmettre, non pas, moi je pense pas que c'est la vérité qui soit la première victime de la guerre, mais c'est même la réalité d'une certaine manière, hein, et pas simplement la nuance, mais bien sûr, mais c'est la réalité tout simplement, et une réalité qui a plein de facettes, pas simplement pour nous. C'est la réalité virtuelle, comme la voient les Russes ont jusqu'à il y a 2 jours, jusqu'à la mobilisation générale, ils ont pour eux, ils vivent dans un monde virtuel. La guerre n'existait pas, sauf pour ceux qui étaient envoyés sur le front, mais qui parlaient pas vraiment. Ou qui revenaient les pieds devant et qui ne pouvaient pas raconter. Donc, ils n'avaient pas eux-mêmes une représentation. Ceux qui sont dans les territoires occupés ont une représentation de la guerre, mais les Russes, globalement comme nation, ont une représentation faussée de la guerre. Donc, la réalité, elle est difficile à percer, et c'est le travail des journalistes. Il y a, à mon avis aussi, puisque la situation est extrêmement claire, hein, agresseur, et l'objectivité, c'est pas de planter un autre décor, c'est ce décor-là. Seulement ce décor-là, parce qu'il y a cette adhésion à la souffrance et à l'agression que subissent les Ukrainiens, peut dériver vers une glorification de la guerre, puisqu'il n'y a pas de place réellement pour le pacifisme, hein, pour simplifier, hein, je simplifie. Mais ce qui peut être dangereux, parce qu'il peut y avoir des dérives, personne n'est exempt de dérives, que ce soit dans le discours nationaliste, dans la haine de l'autre, dans lequel on serait embarqué nous-mêmes par rapport aux Russes de manière globale. Donc là, il y a un risque. Et pour terminer, parce que la question du pacifisme est exclue, même au niveau pratiquement éthique, et là, je suis tout à fait à l'aise pour le dire, parce que l'autre option, c'était ne pas ajouter la guerre à la guerre, et ça a conduit à un génocide en Bosnie. Donc, parce que c'était la position de l'Europe, puisqu'on est dans une situation totalement opposée, l'Ukraine et l'ex-Yougoslavie, où il y a eu un refus d'action de la communauté occidentale, dont l'Europe, et que la guerre a duré. Donc, ne pas agir ne rajoute pas nécessairement, ne permet pas de terminer un conflit plus rapidement. Et non seulement ça, mais l'agressé, la principale victime, pas la seule, mais la principale, a été désarmée, puisqu'il y avait un embargo qui la touchait. Donc on est dans une situation complètement différente, qui me fait dire qu'il n'y a pas tellement de place au pacifisme, et donc le risque de dérive de la glorification de la guerre.
Merci. Désolé voilà, j'essaie de faire respecter un minimum le temps, voilà, pour qu'on puisse faire 2 tours et qu'on garde surtout du temps pour les questions. Donc sans transition, je vais me tourner vers Gérard Griesbeck, notre spécialiste des fake news, pour lui demander, on n'en a pas encore trop parlé, mais une question, je pense que tout le monde s'est posé en lisant le titre de la table ronde. À l'heure des réseaux sociaux, des smartphones, où justement chaque citoyen sur le terrain peut être un relais d'information ou un relais de désinformation, au contraire, quelle demeure la place du journaliste sur le terrain, du journaliste? Et est-ce que ces nouvelles pratiques sont une menace pour la profession, ou alors au contraire, est-ce que c'est une richesse, une source d'information dont vous vous servez? Oui, bonjour à tous. Je dirais d'une formule un peu lapidaire qu'on bricole comme on a toujours bricolé, c'est-à-dire que ces nouveaux réseaux sociaux, etc., sont formidables parce que l'information va plus vite. Mais évidemment, si l'information va plus vite, c'est que la désinformation aussi va plus vite. Et la désinformation, elle a plusieurs millénaires. Dans toutes les guerres, dans tous les conflits, ça a toujours existé. Aujourd'hui, on a des vecteurs qui permettent que ça aille encore plus vite. Je crois que déjà, il faut retirer peut-être une idée de la tête qui est on travaille en toute objectivité. L'objectivité n'existe pas. On travaille toujours en toute subjectivité. Moi, quand je suis sur le terrain, je vois un certain nombre de choses qui se déroulent, mais je vois ces choses avec mes lunettes, avec ma culture, avec mon histoire. J'essaye de prendre du recul, mais il n'empêche que j'ai mes lunettes, ma culture, mon histoire. 1000 fois sur le terrain, à côté de journalistes venant d'autres pays, voire d'autres continents, nous voyons exactement la même chose et nous racontons des histoires différentes. Parce que chacun trimballe avec lui son histoire, etc. Donc, j'aime pas ce débat objectivité ou pas. Je dirais qu'il faut plutôt travailler le plus honnêtement possible, c'est-à-dire de prendre du recul, de raconter. Et puis après, de toute façon, on n'est pas là pour faire du prêchi-prêcha. Chacun se fera son opinion sur la base de reportages qui sont multiples, avec des visions, des cultures et des lunettes différentes. Alors c'est vrai qu'on travaille, et ça a un peu changé les choses, ces réseaux sociaux, on travaille différemment. Moi j'ai l'expérience d'être vieux, ça c'est pas terrible, mais ça existe, vous verrez. Dans la première guerre du Golfe, la libération du Koweït, j'étais embedded avec l'armée américaine, donc Kuwait City, la libération, formidable, etc. L'enthousiasme et tout. Ah, maintenant, il faut diffuser. Ah ben, vous allez rire, il faut retourner en Arabie Saoudite, dans nos chambres d'hôtel de Daran. Et donc, il faut rouler pendant 7 heures pour retourner en arrière pour diffuser. C'est-à-dire qu'on est sur le terrain, on a vécu un truc formidable, et si on ne veut pas louper la matinale du lendemain, il faut vite retourner à l'hôtel. On a l'impression qu'effectivement, c'était il y a très très longtemps. Cela dit, c'était au XXe siècle. Après, il y a l'expérience de 99 avec les bombardements à Belgrade et le Kosovo, où là, on a déjà des téléphones portables, où là, on peut avoir déjà des informations. Et souvent, d'ailleurs, le problème qu'on a, c'est qu'à Paris, on a une vision plus large du conflit que nous sur le terrain, parce que moi, je suis ici au lieu unique de Nantes. Je vois très bien ce qui se passe au lieu unique de Nantes. Si demain, il se passe quelque chose à la gare, déjà, j'y suis pas. Je suis pas loin, mais j'y suis pas. Donc, je vais aller voir des gens qui vont me raconter un peu ce qui s'est passé. Donc, souvent, moi, je peux raconter ce que j'ai vu, ce qui m'a semblé se passer dans ce que j'ai vu. Mais à Paris, ils peuvent avoir, parce qu'on a beaucoup de reporters et parce qu'ils ont aussi ils regardent la télévision, ils ont les dépêches de l'AFP, ils ont les différents médias, y compris étrangers, qui travaillent sur ces questions. Ils ont souvent une idée plus large et plus complète, alors que moi, finalement, je ne vois que mon nombril. Donc, il y a aussi cet effet loupe, où moi j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, mais que finalement, à côté, c'est beaucoup plus grave ou c'est moins grave, et que moi, je ne devrais pas généraliser. J'étais à Bagdad au moment de la chute du régime. Effectivement, je pouvais voir, moi, ce qui se passait autour de moi à Bagdad.
mais dans la même ville, c'est quand même une vraie ville, c'est une ville qui est grande comme Paris, qui est même un peu plus grande que Paris. Et autant dire, pour prendre un exemple parisien, que si moi, je suis à la Concorde, il se passe d'autres choses à la gare de Lyon et ça n'a rien à voir. Et moi, ce qui me frappait à Bagdad au moment où sont arrivés les Américains, c'est que de l'autre côté de la ville, il ne se passait strictement rien. On aurait même pu se demander s'il y avait vraiment la guerre. On aurait même pu se demander si les Américains étaient déjà là. Donc, vous voyez bien qu'il y a un effet loupe dans notre travail qui fait qu'à un moment donné, à vouloir généraliser que la situation est chaotique ou ne l'est pas, on risque de tomber dans l'erreur. Donc ça, c'est notre grande difficulté. Alors, je dis c'est important le lien avec Paris parce que ça nous permet quand même de pouvoir vérifier un certain nombre d'informations, de vidéos qu'on peut récupérer, d'habitants qui ont filmé un certain nombre de choses, que eux-mêmes, d'ailleurs à Paris, récupèrent des choses par des agences et nous demandent de vérifier, donc ça va dans les deux sens. Et toujours comprendre que, puisque la question se pose aussi à travers les fake news, que la fake news, par définition, ce qui compte, c'est l'émotion. Et en termes de journalisme, question émotion, il n'y a pas mieux que la photo ou la vidéo. Donc la fake news passera essentiellement par là. La fake news, c'est déjà quand on voit une image ou quand on voit une vidéo et qu'on se dit « Waouh, c'est incroyable », là, immédiatement, alerte. Alerte. Il faut vérifier si c'est vrai ou pas. La fake news, elle passe essentiellement, on peut avoir tout le talent littéraire possible dans la presse écrite ou même à la radio, ça n'aura pas le même impact que l'image en termes de photos ou qu'en termes de vidéos. Donc ça veut dire que, oui, bien sûr, c'est formidable, on est dans un groupe WhatsApp avec la direction de France 2 quand on est sur le terrain, puis avec les autres reporters qui sont sur le terrain, on essaye d'échanger, et toi t'es où, et qu'est-ce qui se passe, et j'ai vu Patrick Chauvel, il est là-bas, il est parti tout seul, il essaye d'avoir une information, suivons-le, etc. On discute aussi entre nous, parce que ce sont des gens qui se rencontrent et qui discutent. Non, il ne veut pas parler avec moi. Mais ça veut dire que même ça, c'est une sécurité pour nous. Après, il y a l'aspect sécuritaire, j'en parle pas, c'est une autre affaire. Mais en termes d'information, on discute entre nous de tout cela parce qu'on comprend bien que l'information, elle doit aller plus vite. La concurrence, évidemment, compte. Quoique sur un terrain de guerre, la concurrence, elle est beaucoup à Paris, elle est beaucoup moins sur le terrain parce que tout le monde comprend qu'à un moment donné, on rigole plus et qu'on a intérêt quand même à s'entraider, y compris sur les informations quand il s'agit de problèmes de sécurité. Mais ça veut dire que finalement, il y a comme toujours le revers de la médaille, de la réactivité, de l'information plus rapide, du démenti plus rapide. Mais attention, le risque, c'est effectivement de tomber dans la mauvaise information, dans la fake news. Merci beaucoup, Gérard. Et vous disiez justement que voilà, le contact avec la rédaction permettait de vérifier les informations. On y viendra dans le deuxième tour de table, mais une question intéressante qui se pose, je trouve, c'est comment on fait avec l'immédiateté du temps médiatique. Vous faites le premier sur une information, le premier à la diffuser, pour vérifier calmement les informations et éviter sans le vouloir, en fait, diffuser des fake news. Et c'est arrivé, je repense à l'histoire que vous avez sûrement tous en tête de l'île aux serpents avec les soldats ukrainiens qui avaient été annoncés morts et puis finalement qui ont été capturés par les Russes. Voilà, les médias s'étaient engouffrés dans la brèche et avaient diffusé l'information avant de faire machine arrière quelques jours plus tard. Donc parfois, on peut, sans le vouloir, contribuer à diffuser des fake news. Isabelle Véramasson, justement, comment est-ce qu'on lutte contre la désinformation? Est-ce que l'interdiction, comme on a pu le voir dans un certain nombre de pays occidentaux, de médias comme Russia Today ou Sputnik, c'est la bonne solution, ou est-ce qu'au contraire, ça revient à une forme de censure qui contribue à la désinformation? Alors, c'est une question que les politiques, que les gouvernements se posent à chaque guerre. On cite souvent l'exemple de la Seconde Guerre mondiale et des différents intervenants. C'est-à-dire que un pays peut choisir d'être dans la transparence totale, quitte à annoncer ses défaites, ses pertes, etc., plutôt que de les cacher, de tenir l'information. Donc ça, c'est deux politiques. On sait que les Anglais avaient décidé pendant la Seconde Guerre mondiale d'être le plus transparent possible, même si évidemment ils n'ont pas été totalement, et de raconter les guerres, les défaites comme les victoires. Alors que dans d'autres pays, c'était évidemment une information totalement bouclée dans laquelle on ne racontait que les succès. On voit bien que la désinformation,
enfin, le contrôle total de l'information peut, d'une certaine manière, être rassurante pour les gens dans un premier temps. Hein, c'est-à-dire que quand on vous annonce que les victoires, c'est quelque chose de rassurant, et en même temps, très rapidement, les récepteurs, c'est-à-dire les citoyens, les individus, comprennent que l'information qu'on leur donne n'est pas vraie. Et là, ça introduit un doute systématique qui est gravissime pour les opinions publiques et pour les gouvernants. Donc, ce choix qui est constamment celui des gouvernants, il est évidemment le cas dans chaque guerre. Ça, c'est la raison, c'est le raisonnement. Hein, c'est qu'est-ce qui est bien pour gagner la guerre ou pas. Et l'autre élément, c'est tout simplement ce qu'on ne peut pas ne pas faire. Et là, on n'est pas forcément dans la raison, mais dans un sentiment qui va guider presque plus fort que la raison à certaines choses. Je crois que tout ça pour venir à Russia Today et à Sputnik. C'est-à-dire que, est-ce que ça avait un sens d'interdire des médias pro-russes, disons en gros, parce qu'on ne peut pas dire que Russia Today et Sputnik sont des émanations du gouvernement strictement. Il y avait des journalistes professionnels qui y travaillaient, il y avait une certaine distance possible à l'égard du gouvernement. Mais évidemment, c'était une sensibilité politique. Est-ce que ça avait un sens? Probablement, je pense que ça aurait été plus intéressant pour tout le monde d'avoir la possibilité d'aller voir directement en France ce que pensaient les pro-russes. Ça nous donnait des éléments de compréhension, des éléments d'information, et ça ne voulait pas dire, parce qu'on regardait Russia Today ou Sputnik, qu'on allait être convaincu par l'opinion russe. Bien évidemment pas. On sait très bien qu'on a des défenses énormes, des grilles d'interprétation énormes qui nous protègent d'un certain nombre d'informations qui viennent d'une source qui n'est pas légitime. Mais en même temps, il était difficile, étant donné l'état de l'opinion française. Je disais, plus de 80% des Français étaient favorables à l'Ukraine et critiquaient, enfin condamnaient l'intervention russe, de laisser parler la voix de Moscou en France sur un média légitime, sur la télé, quoi. Notre télé, notre vieux récepteur, même si on pouvait regarder ailleurs. Et je crois que la question, à la limite, ne se posait pas. Il fallait l'interdire. Ça s'est passé d'une manière presque automatique. On disait à l'époque, mais est-ce qu'on aurait laissé parler Hitler en France? Peut-être que ça aurait été... Enfin, on laissait parler Hitler aussi. Je veux dire, il y avait la possibilité, pendant la Seconde Guerre mondiale et après, d'avoir accès aux autres radios. Mais voilà, en tout cas, ce qui me semble, c'est qu'on ne peut pas expliquer tout comportement politique par la stratégie, la raison et la rationalité. Parfois, il y a aussi des comportements, des décisions qui s'imposent d'une certaine manière, à la fois pour l'opinion, pour soi, pour la sensibilité d'un pays et pour ce besoin de cohérence que nous avons dans les moments tragiques. Et évidemment, la guerre, même si elle ne nous concerne pas directement, en est un. Merci beaucoup. On retiendra donc que finalement, en fait, la désinformation peut également être une source d'information. Elle donne une idée d'une certaine tendance. Donc finalement, avoir accès à la désinformation, ça peut être utile. C'est utile si on sait que c'est de la désinformation. Exactement. Et c'est le cas Voilà, il faut le traiter lorsqu'on est capable de critiquer une source. Oui. C'est-à-dire que la source est délégitimée et donc on sait que ce qui vient d'elle, de toute façon, va être mis à distance. Ouais, tout à fait. Patrick Chauvel, je voulais vous poser une question. Tout à l'heure, vous disiez que le reporter, le journaliste n'était pas objectif, mais que la photo, en revanche, elle, était objective. Quelle est la place des images prises par un photoreporter dans la constitution de preuves, notamment dans le cadre des procès qui peuvent avoir lieu dans le cadre de conflits? On a parlé tout à l'heure du tribunal pour le Rwanda ou celui pour l'ex-Yougoslavie. Bah, oui, oui, une photo, ce sont des faits, donc c'est... Est-ce qu'elles sont utilisées? Est-ce qu'elles sont reconnues? Bien sûr qu'elles sont utilisées, mais il n'y a pas que la photo. Il faut qu'elle soit accompagnée de témoignages. Il faut toujours un texte avec une photo. Sans ça, hors contexte, on peut faire dire n'importe quoi à une photo. Et vous pensez à ça quand vous faites votre travail, ou vous pensez plus à la beauté de l'image ou du moment? La beauté, c'est un peu exagéré. J'essaye de faire une image qui résume une situation. Mais comme
vous avez dit tout à l'heure, c'est aussi avec mon éducation et mon sens, enfin tout ce que j'ai vécu moi en tant qu'enfant et les images que j'ai vues. Donc un photographe ukrainien avec qui j'ai travaillé faisait pas exactement les mêmes images que moi. Il insistait plus sur le côté héroïque des soldats. Moi, j'avais des photos un peu plus larges et j'allais aussi voir les blessés. Lui, il voulait pas trop montrer les blessés. Mais tout ça n'est pas très grave parce que, encore une fois, il y a des journalistes partout. Donc après, c'est un rassemblement d'images. Et puis, on ne travaille pas que pour la presse, hein, on travaille aussi pour la mémoire collective. Donc nos photos peuvent être regardées plus tard avec calme. Et c'est comme ça que l'histoire va se construire. Et les gens vont interpréter. Alors évidemment, hein, les historiens vont récupérer les photos, les témoignages, etc. et vont eux-mêmes donner leur opinion. Et après, il n'y a qu'à lire plusieurs livres pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais nous, on met toujours un texte, on interroge toujours les gens. Quand on a trouvé le corps de cette femme violée à Boutcha, qui avait disparu depuis plus de 40 jours, j'ai voulu absolument retourner sur place pour mettre un nom sur cette femme. C'était un numéro, le numéro 427 des victimes. Il fallait mettre un nom, pas juste cette petite affiche, cette petite marque qui était sur son doigt de pied à la morgue. Donc j'ai retrouvé sa famille, son père, sa fille. J'ai retrouvé des photos d'elle qui a visité la France, qui aimait la France, des photos d'elle jeune, etc. Donc nous, notre rôle, c'est de mettre aussi un visage sur les gens qui souffrent et qui participent à cette guerre et à ces conflits. On est là pour raconter l'histoire des individus qui, en se multipliant, toutes ces photos, vont raconter l'histoire du pays. Alors, aller côté russe, moi j'ai un visa presse russe, mais le problème, c'est que les Ukrainiens m'ont dit, si tu vas du côté russe, tu ne reviendras plus en Ukraine. Donc, voilà, le problème, c'est que j'ai discuté avec des journalistes qui avaient été côté russe. Ils sont trimballés en minibus sur le front, en général avec des gens souriants, avec des petits drapeaux. Ça aussi, c'est intéressant. Hein. Faire un reportage sur la propagande, ça dit beaucoup de choses. Et il faut se laisser entraîner exprès. Moi, j'adorerais aller en Corée du Nord et qu'on me montre 1 million de gens avec le sourire. D'abord, ça ferait une photo. Et puis, en plus, ça montre à quel point la force de la propagande. Donc, moi, je veux bien le faire. Mais je ne vais pas le faire si ça me coupe des Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens sont extrêmement disciplinés et très bien renseignés. Ils sauront tout de suite si j'ai été côté russe. Parce qu'ils ont des gens qui restent dans les territoires occupés, qui sont infiltrés, qui sont des résistants. Et voilà. Et donc, je ne pourrai plus travailler. Alors, mon but, c'est de pouvoir travailler le maximum. Et donc, je fais confiance aux photographes qui sont du côté russe, comme on faisait confiance pendant la guerre du Vietnam aux Nord-Vietnamiens qui travaillaient de l'autre côté. Et voilà, c'est un travail d'équipe. On est juste une petite pièce du puzzle. Et on en est tout à fait conscient. Mais encore une fois, une photo ne suffit pas, il faut un texte. Il y a eu des photos, par exemple, le général Lohan, je ne sais pas si vous connaissez cette photo du général vietnamien qui exécute un civil dans les rues de Saïgon en 68 pendant l'offensive du Tet. En fait, c'est le général Lohan qui était le chef de la police. Et tout le monde ça a scandalisé tout le monde. Il exécute un civil. En fait, ce n'est pas du tout un civil, c'est un commandant Viet Cong, infiltré derrière les lignes américaines, qui a exécuté un général et toute sa famille dans le coin, qui était l'ami de ce général-là. D'après la Convention de Genève, un espion en civil infiltré derrière les lignes ennemies peut être exécuté. Donc, il n'a pas exécuté un civil, en fait. Sauf que la légende ne l'a pas dit. Moi, j'avais fait une photo d'une femme qui a les deux mains comme ça, tournées vers l'eau avec un bébé dans les bras, face à un blindé américain très haut et des soldats américains qui la regardent. Et la légende qui avait été mise à l'époque, c'est elle supplie les Américains de ne pas l'exécuter. En fait, le soldat américain venait de lui donner sa boîte de rations et elle le remerciait. Donc, Ouais. il faut... Est-ce qu'une photo est un fait? D'après ce que vous dites, c'est un fait. Bah, c'est un fait. Mais pas tout à Effectivement, fait elle fait ce geste, sauf qu'il faut une légende, c'est ce que je dis. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai vu ce que j'ai vu, sauf qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on envoie les photos, il y a une légende imprimée qu'on ne peut pas changer. Si quelqu'un fait pomme I sur une photo, il a la légende immédiatement. Donc voilà, on se protège. Donc maintenant, le photographe qui avant faisait juste des photos et envoyait, maintenant le photographe est obligé de faire aussi un travail de journalisme écrit, on va dire. Il ne peut pas, quand je travaille pour Newsweek ou pour différents journaux américains, on me demande, si possible, le nom de la personne que j'ai photographiée, son âge, d'où elle vient, son grade,
etc. Je suis toujours obligé de... Parce qu'eux, ils vont vérifier si d'un seul coup, il y a un doute. Merci beaucoup. Mais du coup, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'une image est objective, parce qu'on peut faire dire à une image ce qu'on veut, peut-être même en fonction de la façon dont on cadre l'image, ce qu'on coupe, de ce qu'on représente, ce qu'on choisit de pas représenter sur l'image. Ensuite, la légende peut faire dire à peu près. Ouais. Oui, mais en fait, enfin, je ne connais pas tous les journalistes, mais ceux avec que je croise le plus souvent sur le front, il n'y en a aucun qui essaiera de faire un fake news. Aucun. Ouais. Ils sont tous absolument passionnés et sincères et cherchent à montrer ce qu'ils ont vu. Et il n'y en a pas un seul qui va faire exprès de couper une image. Moi, oui, moi à propos des fake news, je voudrais insister sur le prix des fake news pour l'opinion. C'est-à-dire que ce qui est très frappant, c'est que quand on voit les guerres après les unes, finalement, il y a une fake news qui va être, comment dirais-je, une sorte de paradigme de ce conflit. Hein, on pense à Timisoara. C'est-à-dire, quand on dit fake news, c'est à la fois une erreur et la volonté de tromper. Hein. Les deux sont souvent mélangés. Bon, pardon? C'était les rédactions. Voilà, c'est ça. Sur place. Non, mais c'est pas. De toute façon, les fake news viennent pas toujours des journalistes. Je pensais aussi pendant la guerre de 14, au fait qu'on racontait que les Allemands tuaient les bébés, etc. Ou alors à la Koweït, là, c'est souvent les bébés, les fake news. Hein. Koweït, dans lequel on raconte que les Koweït, je sais plus lesquels les belligérants sont rentrés dans une natalité pour tuer aussi les Irakiens, étaient rentrés pour tuer les bébés. Et finalement, ces fake news sont systématiquement, constamment rappelés pour mettre en doute l'ensemble de la bonne information. Donc il faut bien être... et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point elles sont finalement pas si nombreuses que ça. La preuve, c'est qu'on cite toujours les mêmes. Hein. Et donc, mais le prix de ces fake news, que pour celui qui les fabrique ou pour celui qui les véhicule ou pour celui qui a laissé un certain temps prospérer ces fake news, est incroyablement cher parce qu'il empêche les gens finalement de rentrer dans une certaine confiance à l'égard de l'information, de leur politique, et parfois ça peut être gravissime. Je me tourne vers vous, Florence Hartmann. Alors bien évidemment, j'ai des questions, une question que je voulais vous poser, mais si vous voulez rebondir sur ce qu'ont dit vos copanélistes, n'hésitez pas et vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. Mais ma question, c'était comment on fait dans des conflits qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois, pour continuer à maintenir l'intérêt en fait du public, de l'opinion publique vis-à-vis de ces conflits et pas qu'elle se lasse, se désintéresse, comme on peut le voir avec des conflits en Syrie ou dans un certain nombre de pays. C'est vrai que c'est un problème. Il y a juste un aparté que je veux faire juste avant sur l'interdiction de Russia Today. Russia Today continue dans certaines langues, dont l'une que je comprends qui est le serbe. Donc je le lis et je peux vous dire que c'était impossible de le laisser. C'est du style Butcha, c'est un montage et un crime effectué par la CIA de cet ordre-là. Donc on n'avait vraiment aucune marge de manœuvre. C'est une arme de guerre. Moi, je suivais déjà avant, c'est qu'il disait déjà depuis longtemps beaucoup de choses. C'est une arme de guerre. Donc, c'est dans ce cadre-là, c'est même plus un média, c'est dans ce cadre-là qu'on pose la question, est-ce qu'on prive une partie qu'on ne soutient pas de cette arme ou pas, parce qu'elle a un impact sur notre propre population. Donc, c'est au-delà de la question de la liberté des médias, d'une certaine manière, parce qu'eux violent l'éthique. Mais bon, c'est un autre sujet. La question que vous m'aviez posée, c'était, oui, comment on garde... c'est la difficulté, c'est-à-dire que quand il y a une proximité, et toute guerre sur le territoire, sur le continent européen touche évidemment plus facilement les opinions européennes, même si, par exemple, la guerre dans les Balkans a quand même tenu en haleine les opinions en France, notamment, et partout en Europe, assez longtemps quand même très longtemps, peut-être parce qu'il y avait une différence entre la position de nos gouvernements en Europe et de l'opinion publique, et une solidarité qui s'est exprimée au niveau citoyen qui n'existait pas au niveau des gouvernements. Peut-être que ça aussi, ça a entretenu, mais il y a un moment où il y a un ras-le-bol. Mais bon, c'est une guerre en Europe qui a été complètement oubliée, puisque l'Ukraine est la première guerre depuis la chute du mur de
Berlin, ce qui n'est pas vrai, mais c'est ce qu'on entend tous les jours sur les plateaux. Et ce qui est drôle, c'est que tous ceux qui sont sur les plateaux, en général, ont eu leur première expérience dans les Balkans. Donc, c'est assez cocasse. Mais quand quelqu'un essaie de le dire, comme Didier François, on lui dit « Non, c'est la première ». On voit le geste vous regarderez sur les plateaux, on voit le geste de celui qui mène le débat, qui lui dit « Non, non, si on dit 2, c'est trop compliqué, il va falloir expliquer au public qu'il y en avait déjà une. » Enfin bon. Là, je ne sais pas, parce que comme les Balkans, on n'a pas agi, il y avait une solidarité, mais en même temps, c'était un conflit qui n'allait pas s'étendre. Les ambitions de Milosevic étaient régionales et pas au-delà. Il n'y avait pas de conséquences directes sur nos vies quotidiennes. Donc, cette solidarité pouvait se passer. Là, l'émotion, certes, mais quand ça devient, c'est ce qu'on voit, je suis désolée de faire ce parallèle très osé, mais c'est le même mécanisme. On voit les Russes réagir à une guerre qui les laissait indifférents parce qu'ils sont mobilisés, parce que c'est dans leur chair que la question se pose brutalement depuis quelques jours, mais c'est la même chose, c'est le même mécanisme. Je ne compare pas tout, mais quand même le mécanisme avec les populations européennes qui, si elles ont froid, et on l'entend déjà, et on peut déjà mesurer qu'elles ne seront plus aussi, il n'y aura plus d'une telle adhésion à cette guerre et un soutien éventuellement au gouvernement pour agir. Donc chaque cas de figure est différent, mais il y a une lassitude qui émerge nécessairement et qui est avec un degré qui est proportionnel à la géographie. Il y a plein de guerres inexistantes, sauf à avoir un œil et être un lecteur assidu de tout ce qui est sur la géopolitique et les guerres, et à condition de connaître plusieurs langues. Parce que si on ne parle pas l'anglais, il y a quand même pas mal de guerres qui n'existent pas du tout dans la langue française. Pas sur la durée totale, mais à des moments de leur développement. Donc, il faut qu'il y ait une proximité, une identification. Et les Ukrainiens ont très bien compris, ce qui était mentionné au début, que via l'identification, il y aurait non seulement une adhésion, mais aussi une empathie et une volonté de suivre et de contribuer au prix. Tout à fait. En 2-3 minutes, Gérard Griesbeck, pour qu'il nous reste du temps pour les questions. Je vous laisse évidemment rebondir sur les autres interventions si vous le souhaitez. Sinon, la question que je soulevais tout à l'heure, comment est-ce qu'on on trouve le juste équilibre entre justement cette immédiateté de l'information et le temps long de la vérification du recoupement des sources? Oui, effectivement, c'est ce que disait Patrick Chauvel tout à l'heure, c'est-à-dire que ces photos qui sont prises, ces vidéos servent dans l'immédiateté, mais ils serviront aussi aux historiens, pour les livres d'histoire, pour la justice, quand on pourra le demander ou pas. Je crois que pour répondre d'abord à cette question de la photo, finalement, on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut, et on peut avoir une vision militante. Je dis la photo, ça peut être aussi la vidéo. Je crois qu'il y a un vrai problème pour nous, journalistes, c'est-à-dire qu'on a un problème quand même de réputation. C'est-à-dire que si on est des militants sur le terrain, très vite, notre travail s'arrête, et les médias en France sont quand même des gros médias avec beaucoup de vérifications. Si moi je suis un militant de la cause X ou de la cause Y, j'irai peut-être une fois sur le terrain, puis on me dira merci, tu restes à Paris, ou même pire, au revoir, etc. Donc il y a un problème de réputation. Patrick Chauvel, il raconte les guerres depuis le Vietnam. S'il avait été un militant tout au long de sa carrière, ça ferait longtemps qu'on aurait oublié Patrick Chauvel, pardon. Donc il y a un problème de réputation qui fait qu'aussi, dans ce métier, on sait comment, ou on essaye en tout cas d'avoir suffisamment de recul pour, encore une fois, montrer les choses de façon la plus honnête possible. Après, pour répondre un peu plus précisément à la question que vous posez là immédiatement, moi j'ai eu l'expérience du Sahel avec le Mali depuis 2013. Là, on est vraiment embedded pour le coup avec l'armée française.
Ça ne nous empêche pas d'abord évidemment de dire la vérité, c'est-à-dire qu'on est embedded avec l'armée française, et quand on est embedded avec une armée, on signe un papier disant que, on retire toute responsabilité en cas de pépin, de façon à ce que nos familles, s'il nous arrive un pépin, ne portent pas plainte contre le ministère de la Défense, que 2, on s'engage à bien faire, non pas dans la diffusion de ce qu'on va raconter, mais dans le tournage qu'on va faire, on va bien suivre ce que les instructions du régiment avec lequel on est, parce que ça pose quand même un problème de sécurité. Nous, ils nous disent, si vous voulez faire ce que vous voulez faire, très bien, vous êtes en dehors, au revoir, on ne s'occupe pas de vous, ou bien vous êtes vraiment avec nous, et c'est quand même nous les patrons. Donc si on vous dit, vous restez sur ce trottoir et vous ne traversez pas la rue, pendant le moment où vous êtes embedded, effectivement, vous ne traversez pas la rue, vous restez sur ce trottoir pour des raisons de sécurité. Après, c'est des choix, évidemment, de rédaction, de le faire ou de ne pas le faire. On peut faire ce reportage, expliquer que nous sommes avec l'armée française et que donc, voilà la vision qu'on peut avoir quand on est avec l'armée française. Et aujourd'hui, pour rebondir sur l'Ukraine, on a des journalistes, parce qu'ils sont basés à Moscou, qui peuvent justement aller sur les territoires occupés par les Russes, les territoires ukrainiens occupés par les Russes, qui n'ont pas le problème de Patrick, justement, que si je passe de l'autre côté, je ne pourrai plus revenir en Ukraine. Eux, ils sont à Moscou, ils savent qu'ils ne pourront de toute façon pas aller en Ukraine, donc c'est d'autres journalistes qui y vont, et qui nous racontent la guerre du côté des Russes, même. Et même si ce n'est qu'une partie, évidemment, c'est-à-dire la libération des villes, tout va bien, on est très content de récupérer, de voir l'armée russe et que les Ukrainiens soient partis, etc., etc. Mais ça donne une vision et ça donne une autre façon de voir, ça montre d'autres lunettes, c'est toujours intéressant. Après, ça ne nous empêche pas, et je termine là-dessus, puisque j'étais parti sur le Sahel et puis j'ai fait diversion, j'ai fait autodiversion. Sur le Sahel, ça ne nous a pas empêché, par exemple, à un moment donné, de quitter complètement la vision de l'armée française au Sahel avec Barkhane, et par exemple d'aider à la dénonciation des bavures de l'armée française. Je pense par exemple au village de Bouti, qui a été bombardé visiblement par l'armée française, que l'armée française a refusé d'admettre en disant non, c'était des militants djihadistes, etc., alors qu'en réalité c'était un mariage. Et là, les journalistes ont fait l'enquête, ils se sont fait aider par les humanitaires qui sont sur place, par les quelques journalistes locaux qui ont pu aussi recueillir des témoignages. Donc je pense que finalement rien ne s'exclut. C'est à chaque fois des lunettes différentes, c'est à la fois des visions différentes, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement et qu'on n'est pas là pour dire voilà, lui il est gentil, l'autre il est méchant, lui il va avancer, etc. S'il y a bien un conflit où on a cette difficulté, c'est le Proche-Orient. Ça fait 70 ans qu'on essaye de comprendre une complexité, une histoire, etc. Ça fait longtemps qu'on n'est plus dans l'idée qu'il y a les bons et qu'il y a les méchants. On a compris que chez les bons, il y a aussi des méchants et que chez les méchants, il y a aussi des bons. Et que donc, le monde est complexe et que la situation est complexe. Souvent, on a une vision plus claire d'une situation quand on est à Paris que quand on est sur le terrain. Parce que quand on a le nez sur le terrain, on est dans la chair humaine. On est dans les contradictions de chacun qu'on connaît et qui se voit concrètement. Et donc, on a immédiatement une nouvelle vision. Souvent, quand on rentre de reportage, la première question que les gens nous posent dans la rédaction, c'est « alors, c'était comment ?» Et souvent, on a du mal à répondre à cette question parce qu'on a une image très brouillée des choses, très contradictoire. On est beaucoup moins catégorique que quand on reste à Paris à regarder les dépêches ou les images ou les informations qui viennent à droite à gauche. C'est beaucoup plus compliqué quand on est dans la réalité de tous les jours. Merci Gérard Griesbeck. Et tout ça soulève la question des biais cognitifs, mais voilà, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai trouvé passionnantes, en tout cas, personnellement. Et il nous reste une demi-heure pour reprendre les questions de la salle. Je vous propose qu'on prenne 2-3 questions à la fois pour en prendre un maximum. Merci. Bonjour et merci. Gérard Griesbeck a terminé sa première intervention. Je suis là.
Gérard Grisbeck a terminé sa première intervention en disant que les fake news passaient avant tout par l'émotion et donc par l'image, éventuellement par le son, plus que par l'écrit. Et en fait, en écoutant les autres intervenants, j'ai l'impression que l'évolution lourde des news qui sont un peu moins fake passe aussi de plus en plus par l'émotion et par voie de conséquence au détriment plus ou moins de l'analyse. Donc voilà, c'est une question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette tendance lourde, y compris donc des informations normales, ne risque pas de se faire à force au détriment d'une information un peu plus, d'une analyse un peu plus profonde et d'une information, comment dire, un peu plus intellectuelle et un peu moins émotionnelle. Merci beaucoup. Bonjour, je suis juste là, en bas. C'était une question pour Patrick Chauvel. Vous avez évoqué rapidement les discussions que vous avez pu avoir sur la photo qui doit être publiée la semaine prochaine avec la rédaction de Paris Match. Je crois, est-ce qu'on publie, est-ce qu'on ne publie pas. Je voulais savoir si vous avez un exemple d'une photo prise lors de conflits précédents qui n'aurait pas été publiée et qui aujourd'hui encore, vous vous dites, on aurait dû publier cette photo parce que pour vous, voilà, c'était la photo qui traduisait le mieux le fait que vous vouliez montrer. En fait, les photos non publiées, en général, c'est moi qui les choisis. Donc, je photographie absolument tout ce que je vois, parce qu'encore une fois, je ne travaille pas que pour la presse. Il y a des photos qui serviront peut-être à un futur tribunal contre ce qui s'est passé en Ukraine. Il y a des photos que j'ai. On n'est pas là pour choquer les gens, on est là pour les interpeller. Donc il y a des photos épouvantables, par exemple de cette femme, que je n'ai pas proposées à Paris Match. Il n'y en a qu'une où c'est peut-être possible, et il y a eu une longue discussion là-dessus. Je n'ai jamais eu un journal qui a refusé une photo, et en général, on en discute ensemble, et on se met d'accord que celle-là n'est pas utile et que celle-là est meilleure. En revanche, il y a d'autres photos que moi, je ne propose pas, parce que je pense que ce n'est pas utile, ou que ce sera mal interprété, ou que je ne suis pas certain, je n'ai pas toutes les informations sur ce que j'ai vu, donc je vais attendre. Moi, je suis contre la rapidité, malheureusement, de l'information. Alors, ce n'est pas très professionnel, mais j'aime bien être longtemps dans un pays, avoir le temps de comprendre ce qui se passe, et pour pouvoir vérifier mes informations, et à la limite les diffuser à froid, ou en parler comme des jours aujourd'hui. Là aussi, on continue notre travail, en fait. L'information n'est pas toujours dans l'immédiat, et j'ai un peu peur de cette vitesse. Ça va tellement vite que c'est déjà arrivé au Vietnam, c'est-à-dire que pourtant l'information était lente, où un soldat américain avait demandé lui aussi à parler à la caméra alors qu'il était mourant. Et en fait, la famille de ce soldat a appris sa mort avant qu'il soit mort, avec le décalage horaire, en fait. Quand ils ont appris sa mort, à la date aux États-Unis, à l'heure où c'était, en fait, il n'était pas encore mort. Il avait encore 3 heures à vivre, alors qu'il était mort depuis 12 heures. Donc, ça devient n'importe quoi, la vitesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fausse tout. Et puis, ça ne permet pas de vérifier les informations et de redescendre par rapport à l'émotion pour exactement analyser ce qu'il y a autour de cette image. Mais on ne peut pas ne pas parler d'émotion quand on parle de la guerre. C'est impossible. On ne peut pas être froid. Vous dites que la réalité ne peut sortir que d'une distance. Si on prend trop de distance, à ce moment-là, c'est pas humain. Je veux dire, la guerre, c'est que de l'émotion partout, dans tous les sens. Donc, forcément, les images vont provoquer une émission. Après, il y a des journalistes, encore, on le disait tout à l'heure, de tous les côtés, et avec différentes éducations, différentes opinions. On n'est pas tout seul, encore une fois, on n'a pas la science infuse. Moi, je raconte une histoire, une autre histoire sera racontée par un autre journaliste, et c'est la somme de toutes ces informations qui va s'approcher de la vérité. Je dis bien s'approcher de la vérité. Donc, pour cette femme, on a vraiment... Match n'a eu qu'une photo, et ensuite, les photos que j'ai fait après, quand je suis retourné faire l'enquête sur celui qui a découvert le corps, sur la famille de cette fille, etc. Mais juste cette photo-là, il y a eu vraiment un débat. Elle a été projetée au mur en grand à Match, et les femmes et les hommes ont regardé cette photo, et il y a eu une vraie discussion sur est-ce qu'on la montre ou pas.
On verra, on va voir. Ça va sortir normalement la semaine prochaine, s'il n'y a pas une autre reine qui meurt. Gérard Grisbeck, vous vouliez répondre à la première question? Oui, et rebondir là. Et effectivement, il faut savoir quand même que dans les rédactions, on est dans des débats permanents. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas? Parce qu'a priori, on filme et on photographie tout. Mais après, qu'est-ce qu'on diffuse? Alors, on est pris entre le côté voyeur, c'est-à-dire cette image, elle est épouvantable, faisons un gros plan, la grand-mère est en train de pleurer, c'est formidable, c'est juste au moment où on parle, elle voit ça, etc. Ça a un côté complètement voyeur. Donc, on est pris entre ça et puis l'idée qu'on ne peut pas non plus dire qu'il y a la guerre et ne jamais montrer la guerre. C'est-à-dire que des images de loin, des bruits de bombardement. Donc on est toujours sur le fil du rasoir entre ne pas être voyeur, mais montrer cette guerre. Et ça, évidemment, c'est beaucoup un débat entre les journalistes qui sont sur place et puis les directions des rédactions qui sont là-bas. Le seul moment où on décide qu'effectivement on s'autocensure et on l'assume, c'est tout ce qui concerne les otages. C'est-à-dire qu'on décide effectivement de ne pas diffuser telle quelle la vidéo où l'otage, évidemment, est tué, ou bien où l'otage est en train d'expliquer qu'il faut le libérer, etc. On le floute. Tout ça, évidemment, on le refuse, d'autant que c'est contraire au statut des journalistes et à la base du travail des journalistes. Et puis, toutes les négociations pour la libération des otages. Tous les scoops de la Terre ne valent pas la vie d'un otage. On a dans le passé des exemples où on a fait capoter des négociations à cause de cela. Donc ça, il y a un accord unanime là-dessus. Et dernière chose par rapport à la première question, il y a deux types de journalistes en fait. Et il n'y a pas de niveau mieux ou de niveau moins bien. C'est deux types de journalisme différents. Et heureusement, les deux existent, ils sont complémentaires. Il y a le journaliste qui est sur le terrain et qui raconte ce qu'il voit, en tout cas autour de lui. Et puis, il y a le journaliste qui est sur place, qui n'est pas sur place, mais qui est dans la rédaction, en plateau, comme on dit, et qui est un éditorialiste en général, et qui, lui, essaye d'expliquer de façon pédagogique les choses, entouré, alors on en voit évidemment beaucoup avec les chaînes d'information aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, entouré de spécialistes militaires, de spécialistes humanitaires, d'historiens, etc., etc. Mais ce sont deux formes de journalisme qui sont d'ailleurs complémentaires, qui sont des choix de vie des uns et des autres. Donc c'est pour ça que les deux ne sont pas contradictoires. Oui, mais de toute façon, c'est ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est-à-dire ça a toujours été, la guerre, par définition, elle est émotionnelle. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la photo et la télé, c'est pas dans la volonté d'humilier les autres, mais à manger en grande partie la presse écrite et la radio. Y compris des gens d'ailleurs qui ne regardent pas la télé, qui sont, je pense à la nouvelle génération, qui sont sur leur téléphone et qui toute la journée regardent des photos ou des vidéos. Évidemment que ça a pris une importance de plus en plus grande ces dernières années. Et forcément, la télé, c'est de l'émotion. Alors attention, on revient aux fake news, alerte rouge, c'est de l'émotion. Ça veut dire que l'émotion ne doit pas l'emporter sur le raisonnement. Ça veut dire qu'effectivement, on est ému par une situation et on est ému par une guerre, mais on doit continuer à raisonner. Ça ne doit pas effacer le raisonnement, de prendre du recul, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, l'histoire de ce pays, de ce continent, de cette région. Merci Gérard Grisbeck. On va reprendre une série de questions. Il y avait une question ici et une autre derrière et une là. Oui, merci. Pourquoi avons-nous souvent l'impression que les fake news se propagent beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de force que les véritables informations ? Question juste derrière. Oui, j'ai trouvé très intéressant les différentes présentations et le point de vue, les clés de lecture que vous nous avez données les uns et les autres. Par contre, je reste extrêmement déçu
parce que je n'ai pas l'impression d'être venu et à entendre de quoi il s'agit en matière d'information et désinformation. C'est-à-dire qu'on entend le point de vue de journaliste, de la qualité de votre travail, de votre réflexion, et on a l'impression que vous êtes des électrons libres et que ne se joue pas, en fait, d'information et de désinformation le rôle des principaux producteurs de cette information et de cette désinformation, que sont CNews, BFM TV. Et donc, moi, ce que j'aurais quand même attendu, c'est que vous nous disiez un petit peu, pour l'immense majorité de ceux qui regardent les médias, ce que c'est que de l'information et de la désinformation quand on ouvre notre poste de télévision et qu'on voit BFM TV ou CNews. Parce que j'ai l'impression quand même qu'on n'invite pas les mêmes journalistes, qu'on n'a pas ici ou là les mêmes intentions. Donc, qu'est-ce que c'est que de l'information et de la désinformation au-delà du travail de qualité que vous menez les uns et les autres? Merci. On prend peut-être la dernière question, voilà, ici. Bonjour. J'ai deux petites questions. La première, dans quelle mesure la présence des caméras et appareils photo modifie les comportements? Si ça le modifie d'ailleurs. Et la deuxième, Raphaël Lorca parle de Netflixisation de la vie politique. Est-ce qu'on assiste un petit peu à ça aussi avec la guerre en Ukraine? Et ça rejoint peut-être l'idée que vous avez développée, Florence Hartmann, sur la glorification. Et voilà, merci pour ces interventions. Merci. Je peux parler sur cette idée que la désinformation va plus vite que la bonne information. J'avoue que je ne comprends pas bien l'idée. Encore une fois, cette idée que l'information n'est pas fabriquée qu'avec de la désinformation. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, des fake news, il y a des éléments faux, mais c'est rare. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, on cite constamment les mêmes, donc il n'y en a pas tant que ça. Si ça va plus vite, d'après vous, c'est probablement parce que, justement, parce que ce sont des fake news, elles sont sensationnelles. C'est-à-dire que vous n'allez pas lancer une fake news sur un truc ordinaire, il n'y a plus de pain ou il n'y a plus de beurre à droite à gauche, on raconte toujours des meurtres d'enfants, c'est un classique, hein, les historiens connaissent ça par cœur. Donc évidemment, parce que c'est fort, parce que c'est violent, ça va aller plus vite que la bonne information. Non, la question de la désinformation, de la mauvaise information, c'est souvent, et là ça répond peut-être à ce que ce monsieur critique, c'est que c'est le biais. C'est le biais. C'est qu'en fait, tout est information, même RT, même Sputnik. Le problème, c'est comment se défaire au niveau du récepteur, vous et moi, de notre propre biais, où on rejette tout, on voit que du mal partout, des complots, etc. Au contraire, on est naïf, on croit tout ce qu'on voit. Mais surtout, au moment où on fabrique l'information, c'est ce que vous avez tous dit, en disant il n'y a pas d'objectivité, il y a forcément un biais au moment où on fabrique l'information, il y a un biais au moment où on la diffuse, il y a un biais au moment où on regarde, parce qu'on regarde, personne ne regarde 24 heures sur 24 de l'information. Et l'information, la bonne, la vraie information, ce serait quelqu'un qui n'a pas de biais, qui regarderait tout, qui aurait face à lui des gens qui fabriquent de l'information sans biais, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Donc le tout, c'est ensuite de multiplier les sources, multiplier les regards, multiplier les vérifications, être capable soi-même de se défaire de ses propres biais. Enfin voilà, c'est tout un travail de cognitif extrêmement compliqué, mais rêver d'un monde où il y aurait une information avec un grand I, parfaite, magnifique, qu'on regarderait d'une manière parfaite, magnifique, objective, c'est évidemment pas possible. Il faudrait peut-être inviter les propriétaires des médias cités pour savoir comment ça se passe, l'information et la désinformation. Ce n'est pas nous, les journalistes, à répondre à ça à ce moment-là. C'est aux propriétaires des grands médias. C'est eux qui ont leur agenda et qui essayent de laisser passer des informations différentes. Et puis sans ça, le meilleur moyen, c'est d'arrêter de regarder BFM et CNews.
Oui, moi je voudrais juste répondre à la question sur est-ce que une caméra ou un appareil photo peut changer la donne sur ce qu'on montre ou ce qu'on veut montrer. Oui, c'est une des difficultés qu'on peut avoir. Nous, on a eu beaucoup ce problème au Proche-Orient, et en particulier avec les intifadas dans les territoires occupés. C'est-à-dire plusieurs fois, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on venait avec la caméra, filmer ce qui se passait, eh bien, comme par hasard, il y avait beaucoup plus de jeunes qui commençaient à affronter l'armée israélienne, à lancer des pierres, etc. Et à un moment donné, évidemment, se pose la question qu'on n'est plus simplement spectateur et essayer de montrer ce qui se passe, mais on devient acteur même du conflit. Donc c'est une vraie question qu'on n'a d'ailleurs jamais résolue, qui peut se faire peut-être avec plus de discrétion, mais très vite on s'est dit mais attends, on va être responsable de la mort de gamins ou du fait que les gamins vont être blessés par l'armée israélienne, tout ça parce que nous on a sorti notre grosse caméra France 2. Bon, on l'a eu beaucoup au Proche-Orient cette difficulté, mais on l'a eu sur d'autres terrains, hein. En Algérie, moi j'ai suivi la révolte des Kabyles en l'an 2000, c'était pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrivait, la mobilisation était plus forte et bizarrement, à ce moment-là, des jeunes commençaient à brûler la gendarmerie du coin. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Vous avez raison, il n'y a pas de réponse autre que de se dire qu'il faut être plus discret et en tout cas ne pas filmer s'il y a ce risque. C'est un risque qui n'arrive que quand il y a des démonstrations violentes. Les Ukrainiens ne vont pas se mettre à tirer au canon parce qu'on est là. Donc ça ne joue pas sur les vrais conflits violents. Ça joue effectivement avec les Palestiniens et sur des manifs où ça tire. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'avais demandé à Ramallah, à mes copains journalistes, de ne plus venir sur l'endroit précis où tous les jours, à telle heure, il y avait des lanceurs de pierres. Et on a attendu que ça commence pour y aller, pour être certain que ça ne commence pas parce qu'on était là. Et effectivement, ça avait commencé un peu plus tard. Donc voilà. C'est intéressant. Mais ça avait eu lieu, bien sûr que ça avait eu lieu. Mais sur les gros conflits, je veux dire, les Russes ne vont pas envoyer des missiles pour faire plaisir à la presse. Il nous reste 5 minutes. On peut encore prendre une ou deux questions. Il y en a une là-haut et une en haut à droite. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question sur la porosité des fake news et les mécanismes qui sous-tendent cette porosité. Je vais l'illustrer. J'ai un ami médecin qui s'est inscrit à un groupe anti-vax pour mieux comprendre leur rhétorique et partager avec ses patients. L'activité du groupe était très importante et puis l'actualité baisse un petit peu sur le sujet et puis février arrive, la guerre en Ukraine et là l'activité reprend de ce groupe et on explique comment l'Ukraine est un repère de nazis qui tuent les enfants. Merci. Il y avait une question à droite. La porosité. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de la cohérence à propos de la suppression de Russia Today et de Sputnik. Je me demandais si la suspicion des auditeurs, quelquefois, n'était pas justement par un espèce d'excès de cohérence. Et en particulier, je pense à ce qui s'est passé autour d'Amnesty International, puisque, en fait, on a l'impression qu'un narratif, comme on dit maintenant, un récit, tout ce qui s'y oppose doit être un peu supprimé. Et en quelque sorte, je crois que ça peut renforcer les suspicions, puisque chacun sait que une guerre, ce ne sont pas des anges qui s'opposent à des démons. Il y a quand même forcément des sales trucs qui sont faits de part et d'autre. Donc j'aurais voulu qu'on revienne un petit peu sur cette histoire d'Amnesty International qui, moi, m'avait interpellée. Merci. Je vous propose de répondre et puis si vous voulez faire un mot de conclusion pour clôturer le débat. Qui veut Il y avait une question sur la porosité de l'information. Sur les malades mentaux.
Oui, moi je peux répondre sur les malades mentaux, c'est-à-dire effectivement, et ça c'est parce que c'est un effet des médias. C'est-à-dire qu'avant, le malade mental, il allait au café le matin, il hurlait sa haine, son déni, etc. Et puis après, il rentrait chez lui. Je cite Umberto Eco, hein, donc j'ai grandi. Et puis maintenant, bah, il se met sur des réseaux sociaux et il s'aperçoit qu'il n'est pas tout seul, qu'il y en a plein comme lui qui voient des complots partout, qui aiment dénoncer, que ce soit le Covid, les Illuminati, les nazis ukrainiens, etc. Donc là, il y a quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une sensibilité extrêmement paranoïaque de l'existence et de l'histoire. Et ce qui est nouveau par rapport à ça, c'est qu'ils ont, ces gens-là, la possibilité de se réunir, d'être ensemble et de former un groupe éventuellement d'influence. On ne sait pas. En tous les cas, ils ont une visibilité qu'ils n'avaient pas. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît effectivement très important. Je ne sais pas si on peut appeler ça des fake news, mais en tous les cas, c'est un élément dont il faut tenir compte. Merci. Et pour Amnesty International, c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, je parlais des biais. À un moment donné, un pays, pour sa cohérence, ne se sent pas capable d'entendre, de donner la parole à ceux qui vont à l'encontre de cette cohérence. C'est un problème, on a tous connu ça sur les plateaux, hein, c'est-à-dire qu'on voit un expert qui tient un discours très cohérent par rapport à la politique nationale, le micro se ferme, et il dit, oui, enfin, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en face, ils exagèrent. Enfin, bon, est-ce qu'on parler de cette exagération, de ces mauvais comportements, de ces excès, ce n'est pas facile parce qu'effectivement, d'abord on embrouille son propre message, on donne une importance à quelque chose qui est marginal et qui contredirait un message qui est plus important, qui est par exemple le soutien à une force opprimée, etc. En tout cas, le besoin de cohérence que nous avons explique sans doute que des messages qui existent, enfin que des faits, des messages, des propos qui existent, qui sont importants, mais qui vont contre cette cohérence, n'ont pas évidemment l'écho que peut-être un besoin de vérité nous obligerait à avoir. Oui, juste un mot, vraiment une phrase. J'ai démarré en disant on bricole par rapport aux fake news et par rapport à la façon de travailler aujourd'hui avec les nouvelles technologies, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mode d'emploi. Et la seule chose qui peut-être nous aide à résister, à décrypter, parce que maintenant dans chaque rédaction, il y a ce qu'on appelle des fact-checkers, c'est-à-dire des gens qui recoupent et qui cherchent à découvrir et qui traquent la fake news. Ce sont d'ailleurs des gens souvent qui ne sont même pas journalistes, ce sont des techniciens de l'informatique qui retrouvent est-ce que cette vidéo est déjà passée dans un autre pays, dans un autre contexte, est-ce que cette image, on l'a déjà vue à d'autres moments, etc. C'est un travail qui est devenu maintenant un gros travail d'une rédaction. Par exemple, à France 2, ils sont une dizaine à travailler là-dessus. C'est pour vous donner une idée. C'est un service en tant que tel. Je dis France 2 parce que j'en viens, mais l'AFP fait pareil, TF1 fait pareil, enfin, les grands médias font pareil, Le Monde fait pareil, évidemment. Donc, la seule façon, finalement, pour nous de résister le mieux possible et de décrypter le mieux possible, eh ben, c'est tout bêtement d'être plusieurs, parce qu'on est moins bête à plusieurs que tout seul, et que chacun, avec son histoire, ses lunettes, sa culture, va apporter quelque chose, va interroger, alors que si on est tout seul, à un moment donné, on est pris dans son travail, et on peut peut-être foncer là où on ne doit pas foncer. Donc la garantie, finalement, c'est le travail de groupe, c'est cette possibilité entre journalistes de discuter, même si on vient de médias totalement différents. Oui, le problème, l'immédiateté, enfin l'urgence et le rythme des médias fait qu'on a de moins en moins de possibilités de vérifier, et le temps long est indispensable. Donc le spectateur aussi doit aller chercher dans des supports qui offrent un temps plus long pour essayer d'échapper à la désinformation. La désinformation, c'est un business. Donc, ce n'est pas les mêmes budgets que l'information. Ça, c'est extrêmement important à comprendre aussi.
Ce que je voulais dire, pour Amnesty International, c'est très particulier. On sait que les Ukrainiens ne veulent pas certaines informations, c'est leur position, ils assument. Il faut qu'on le prenne en compte quand on suit certaines choses. Ils ont protesté pour des raisons de sécurité, mais pour d'autres raisons aussi, quand l'AFP est allé à Mariupol après la chute de Mariupol. Mais le cas donc ils ont protesté évidemment contre Amnesty International. La seule chose, c'est qu'ils n'avaient pas complètement tort dans le cas d'Amnesty International. Il suffisait de lire le rapport. Le travail n'avait pas été fait, mais Amnesty International est une structure très particulière. Par rapport à d'autres ONG, hein, c'est une assemblée, c'est une association. Enfin, structurellement, elle est différente des autres ONG. Et de toute évidence, il y avait une demande pour qu'il y ait l'autre point de vue. Donc, c'est un espèce de compromis. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ce rapport qui était très court d'ailleurs et qui ne cachait pas d'être un biais et qui était sans doute indispensable pour qu'Amnesty International continue, c'est ce que fait le CICR, continue à travailler dans ces zones. Dernière chose, dans ce que disait Patrick Chauvel sur le fait que tout n'était pas à publier dans l'immédiat, mais c'était aussi pour documenter des événements, documenter l'histoire, voire servir à des procès. Il y a un progrès technologique extraordinaire. Les photos ne sont pas, ou les vidéos ne sont pas prises uniquement par des professionnels aujourd'hui. On a vu en Syrie à quel point a été développé, et avec l'aide d'anciens enquêteurs du tribunal, d'ailleurs, des tribunaux pénaux internationaux, le travail de documentation où les ONG avant comptaient les obus ou les morts. Or, on leur dit ne comptez pas filmer les preuves. La taille des obus, les éclats, les victimes elles-mêmes. Cette documentation sera gardée, mais la technologie permet, si c'est un support digital, d'avoir une carte d'identité qui signale la localisation, l'heure, permet de dire si elle a été touchée ou pas, manipulée ou pas manipulée. Et il y a, comme ça vient de la part de la société civile ou d'ONG et non pas d'une procédure judiciaire classique, ce que les Ukrainiens essayent de changer pour le faire immédiatement. Dans le cadre de la Syrie, par exemple, la documentation rassemblée par les citoyens en Syrie est gardée, préservée dans un centre qui s'appelle le Mécanisme international indépendant pour la justice internationale, de manière à ce que cette documentation soit gardée. Maintenant, merci. Dans ce conflit-là, c'est la dernière chose, ce qui nous a toujours manqué pour vérifier l'information, c'est le renseignement. On sait que dès les années 90, on filmait les charniers, on savait où ils étaient. Cette fois-ci, le renseignement occidental accepte de coopérer, ne cache pas. On sait que technologiquement, ils peuvent regarder. Avant, c'était caché. Et il peut y avoir, ça sera pas, le journal n'aura pas accès aux renseignements pour vérifier une information. Mais ultérieurement, pour la documentation et la valeur des images qui ont pu être faites, il pourra y avoir une coopération entre les différentes sources qui ont existé. Et donc, la distance historique ou judiciaire, ou même pas historique, parce que ça fait long, 20 ans pour les victimes, ceux qui cherchent leurs proches, etc. On pourra faire de la vérification. Donc, le problème de la désinformation, c'est le problème de l'immédiateté dans la réception et dans le fait qu'on ne peut pas l'évacuer tout de suite si on ne travaille pas plus à fond. Merci beaucoup, merci à nos 4 intervenants pour leur témoignage. On finit presque à l'heure, il est 11h04. Merci à l'auditoire, merci pour votre attention.